Bonjour, je suis Anaïs Coach. Je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast dédié à l'endométriose. Nous allons partager ici des témoignages poignants, des conseils sur la santé et plein d'autres informations, de discussions où nous allons échanger ensemble pour avancer ensemble. N'hésite pas à t'abonner et à partager. À bientôt. Bonjour Célia et bienvenue aujourd'hui dans ce podcast. Comment vas-tu? Bonjour Anaïs, merci à toi. Je vais très bien et j'espère que toi aussi. Oui, très bien. Est-ce que tu peux te présenter pour celles qui vont nous écouter aujourd'hui? Quel est ton parcours? Bien sûr. Alors, bonjour à toutes celles qui nous écoutent. Du coup, je m'appelle Célia, je vais faire bientôt 28 ans à la fin de l'année. Qu'est-ce que je peux te dire? Je viens du Sud. Je suis actuellement, j'ai fait une reconversion professionnelle. Je viens d'être certifiée pour être prothésiste ongulaire. Et avant, j'étais conseillère clientèle. D'accord. Et quel est ton parcours d'endométriose? Comment ça a commencé? Alors, ça a commencé dès mes premières règles, pour être honnête avec toi. J'ai pas eu de. C'est pas arrivé progressivement. Comme j'ai toujours dit, je me souviendrai, excuse-moi, de mes premières règles, vraiment des premières fois. Ça a duré 7 ans. Pendant 7 ans, on m'a dit que j'avais rien, que c'était dans ma tête, que voilà, j'en rajoutais, que c'était normal. Euh, Jusqu'à, je pense que ça évolue un peu, la médecine, et que mon médecin se mette à donner des cours avec une spécialiste. Et comme on m'avait parlé d'endométriose, j'ai été le voir. Et il m'a dit, moi, je pense que c'est ça, donc tu devrais prendre rendez-vous avec cette spécialiste avec qui je travaille et voir avec elle si c'est ça ou non. Et donc, j'y suis allée et au premier rendez-vous, elle m'a dit qu'effectivement, il existait de l'endométriose superficielle qui ne se voyait pas aux imageries, mais que pour elle, voilà, c'était sûr que ça soit ça. Et elle m'a proposé, donc ça a été très rapide, je pense, au vu aussi de l'intensité de mes douleurs et tout ça, et du fait que là, je pense que j'étais arrivée à bout, mais vraiment. 1 semaine et demie après le rendez-vous, j'étais opérée. D'accord. Et donc, il s'est avéré que dès qu'elle est venue après l'opération, j'ai vu son visage littéralement se décomposer. Et donc, elle m'a dit que mon ventre, c'était un champ de bataille, que j'en avais partout, que c'était pas étonnant que j'avais autant mal les derniers temps. Mais en fait, on m'avait tellement formaté que quand elle a eu fini de tout m'expliquer, toutes les atteintes, comment ça allait se passer et tout, mais qu'en fait, je l'ai regardé, je lui ai simplement dit, et donc, je suis pas folle. Et ça, je m'en souviendrai tout le temps. Je crois qu'elle aussi, elle s'en souvient tout le temps. Et elle m'a pris la main et m'a dit, non, non, vous n'êtes pas folle. Mais on m'avait tellement, répété ça, avec des anecdotes où j'ai été parler comme un chien, que ce soit par les médecins, par mon médecin ou par des urgentistes et tout, que j'arrivais même pas à croire. Et je pense qu'il m'a fallu un peu plus après l'opération pour réellement prendre conscience que j'avais ça. Oui, parce que ça a fait, tu as mis du temps à être diagnostiqué officiellement et c'est vrai C'est que ça. tu as un peu traîné et tu t'es retrouvée peut-être face à des spécialistes qui t'ont fait douter de toi, de ce Ouais, que vraiment totalement. santé. Donc, Ah oui. des grosses remises en question. Au final, tu te dis, bon, ils savent de quoi ils parlent, normalement. Donc, c'est vrai que tu te dis, bon, ils ont peut-être raison, c'est avec moi. Et je comprends tout à fait ce que tu as pu penser parce que c'était aussi mon cas à un moment donné. Donc, Je pense qu'on a tout eu moi, il était dur en plus de croire ça, parce que quand j'ai été voir cette spécialiste-là, c'est parce qu'en fait, je sortais de rendez-vous avec une simple gynéco, où j'étais en pleurs de vague pliée en deux, et qui m'a simplement dit, non, vous savez rien, il n'y a rien aux imageries, donc prenez cette pilule que j'avais faite, et du Doliprane, du Spasfon, alors je lui avais dit que ça faisait des années que ça ne marchait plus, et que du coup, je passe de ça. En plus, elle m'a dit, la gynéco, elle m'a dit, je m'en souviens toujours, et vous attendez minimum 2 mois. Et si dans 2 mois, ça ne va pas, vous revenez, vous repassez par les urgences. Et comme ça, vous avez un rendez-vous plus rapide.
Et en fait, passer de ça à passer à quelqu'un d'autre qui, en fait, me confirme que oui, j'ai quelque chose, je pense que mon cerveau ne savait pas trop où aller, qui croire et est-ce qu'il fallait vraiment que je me croie. Donc, ça prend du temps. Même, je pense que je ne dois pas être la seule, même si on pose des mots sur nos mots, sur le moment et les quelques temps. À digérer les informations. Ouais. Voilà. On met oui, du temps. Totalement. C'était mon parcours aussi. Totalement. Et toi, c'était de l'endométriose superficielle et tu avais fait un IRM ou une écho ou les deux? Eh bien, en fait, alors, j'ai eu droit à écho, j'ai eu droit à IRM. Et donc, au rendez-vous, elle m'a dit, au premier rendez-vous, elle m'a dit, il existe de l'endométriose superficielle. À savoir que moi, tous les IRM que j'ai passés, ce n'étaient pas des spécialistes. Et en fait, à l'opération, il s'est avéré que j'avais aussi également de l'endométriose profonde. Mais comme l'IRM n'avait pas été passé du tout avec des radiologues, interprété par des radiologues, tout ça, ça n'a pas été, ça ne se voyait pas sur les imageries. Ma spécialiste n'a pas pu refaire une IRM, elle a directement dit moi je vous opère parce que voilà, au vu de tous vos symptômes et tout. Et d'ailleurs, j'ai pas forcément écrit que sur mes comptes rendus IRM profonde. Je sais que sur certains qu'elle a pu mettre et faire ou quoi, c'est écrit grave et sévère. D'accord. Mais moi, je pars toujours du principe que ça soit profonde, sévère, enfin profonde, superficielle ou quoi. Dans tous les cas, même une superficielle, on sait très bien qu'elle peut faire plus mal qu'une profonde. Donc, il y a mais l'endométriose et chaque femme va le ressentir différemment. Totalement. Chaque endométriose est vraiment unique. Ah oui. Ça, et puis là, alors, même si j'ai tendance à dire que toutes les filles qui ont l'endométriose ont un degré de douleur quand même assez élevé, on n'a pas tous le même forcément pour tout et comment supporter la douleur et tout ça. Donc, je suis d'accord avec toi. Voilà. Et comment ça s'est passé pour toi par la suite, dès que tu t'es fait opérer? Ça allait mieux au niveau des douleurs ou pas du tout? Les 6 premiers mois, excuse-moi, les 6 premiers mois, ça allait très bien. Vraiment, en plus, j'avais enchaîné, elle avait fait opération, ménopause artificielle. Donc, j'ai pu quand même avoir 6 mois de répit. Et en fait, au bout de 6 mois, j'ai repris la pilule et les douleurs sont revenues. Donc, je savais pas trop encore que c'était possible, les récidives aussi rapides. Enfin, j'étais pas encore autant que maintenant. Et donc, je l'ai revue, je lui ai expliqué. Elle a été très honnête avec moi. Elle m'a dit qu'effectivement, les récidives pouvaient revenir assez vite. Et que c'était aussi des douleurs neuropathiques par rapport au fait d'avoir eu tant d'années de douleurs et également aussi par rapport à l'opération. Mais c'est vrai que plus j'y allais, plus quand je lui donnais les symptômes, elle me disait ça fait très récidive. Parce qu'en fait, tous mes symptômes, c'était les mêmes que ce que j'avais avant, avec certes des nouveaux, mais je revoyais tout ce que j'avais eu avant. Donc, grosse déception parce que du coup, donc je me suis fait opérer en 2019, en août 2019, en mars 2021, on m'a réopéré pour la deuxième fois. D'accord. J'avais effectivement de l'endométriose à certains mêmes endroits que j'avais eu, et également avec d'autres endroits. Et après, grosse désillusion également parce que 5 mois après la seconde opération, j'ai récidivé à nouveau. Mais j'ai attendu et j'ai décidé de me refaire opérer que là, en mars 2024, où effectivement, j'en étais arrivée à avoir de l'endométriose au niveau du diaphragme. Là, on était au niveau... j'ai une jambe depuis à peu près 3 ans qui a été impactée, et donc par rapport à la maladie, là où je fais des examens plus approfondis pour savoir où elle a impacté exactement. Et également, si tu veux, il y a 3 ans, 2017, j'ai fait une double péricardite. Donc, c'est un souci au niveau du cœur. Et il y a 3 ans, j'ai eu de nouveau les mêmes douleurs. Je me suis dit, mince, je refais une péricardite, tout ça. Et en fait, passé aux urgences, et j'ai eu un rendez-vous assez rapide avec un cardiologue, je suis tombée des nues. En lui parlant d'endométriose et tout ça, il m'a dit qu'en fait, pour lui, ça n'avait strictement rien à voir avec la péricardite. Et ça venait de l'endométriose. Et vraiment, je suis vraiment totalement tombée. J'ai été très étonnée qu'un cardiologue connaisse ça. Bon, c'est pas grave.
J'ai fait un IRM, etc. Et encore une fois, rien n'apparaît. Et là, ma spécialiste, elle commence aussi à me dire, je pense que vous faites partie des filles où ça n'apparaît pas du tout, parce qu'il y a également un pourcentage où les personnes, ça n'apparaît pas. Et comme elle m'a dit, pardon, au niveau des coupoles diaphragmatiques, c'est très, très, très dur à voir. Elles sont tellement bien cachées. Bon, pas le choix, je continue à faire ma vie. Mais j'ai du coup commencé à vivre différemment. Je ne pouvais plus dormir couchée. J'étais très essoufflée. Pendant mes règles, je saignais du nez. Et les derniers temps, je suis arrivée à même cracher du sang. Et donc là, c'était de plus en plus, voilà, c'est quand même un peu aggravé au niveau des symptômes. Ah ouais, totalement. Après, peut-être que ça n'aurait pas si j'aurais voulu bien être opérée, si j'aurais pas attendu encore. Enfin, là, j'ai du coup poussé un peu plus de 2 ans. Mais il y a aussi ce fait de se refaire tout le temps opérer et tout ça. Enfin, au bout d'un moment, je pourrais même pas dire ce qui est le mieux au final. Est-ce que j'aurais dû me refaire opérer avant et pas attendre autant, ou est-ce que j'aurais dû ou pas. Enfin, est-ce que j'ai bien fait ou non, si tu préfères, je pourrais pas dire. Mais je sais que voilà, est arrivée la 3e opération, donc effectivement, elle est venue, elle m'a dit que j'en avais au diaphragme, qu'elles avaient brûlé tout ça, que ça expliquait tout ce que j'avais eu. J'en avais de nouveau parce que j'étais arrivée à un stade où pour faire pipi, j'avais besoin d'un cachet, mais parce que je n'arrivais même plus à faire pipi toute seule. Enfin voilà, encore une fois, je me souviendrai, elle m'a dit, j'étais insuquée complet, mais elle m'a dit presque vous m'avez fait, alors vous, elle m'a dit presque vous m'avez fait une carte avant que je vous opère. Je comprends pas sur le moment. Et elle m'explique en fait toutes les douleurs que vous m'avez expliquées ou dites, elles ont été toutes confirmées lors de l'opération. Il y en avait aux mêmes endroits que vous m'avez dit. Et du coup, je lui dis, c'est normal, enfin, toutes les filles, quand vous les opérez, et elle me dit, non, il y a des filles, elles me disent qu'elles ont mal là, mais en fait, c'est des douleurs projetées et elles n'auront pas d'aide. D'accord. Ok. Et voilà. Donc là, à ce jour, depuis mars, ça va quand même beaucoup mieux, question endo. Là, je recommence à avoir des difficultés pour uriner. Par contre, mon souci à la jambe ne s'est pas du tout amélioré, d'où les examens avec un neurologue plus approfondis. Mais on va dire que je n'ai pas été indisposée depuis, et ça, c'est un grand succès parce que jusqu'à présent, on n'arrivait pas à me couper les règles. Et question de douleur, ouais, je vais douleur pelvienne et tout ça, il y a quand même, c'est le jour et la nuit, totalement. Et est-ce que tu as, à part les opérations, fait d'autres choses peut-être, elle a des méthodes plus douces ou pas du tout? Alors, au niveau de l'alimentation, ou vu d'autres praticiens? Oui. Alors, faut savoir que j'ai essayé j'en suis aujourd'hui à 14 pilules. Donc, j'en ai un peu ras la casquette, pour être honnête. J'ai essayé de voir, on m'avait dit, de voir une nutritionniste. Chose que j'ai fait. J'ai fait de la balnéothérapie. J'ai fait de la kiné. Par contre, la kiné, c'est la seule chose depuis 2 ans que j'ai gardée et qui, pour moi, fonctionne, c'est-à-dire le qu'est-ce que j'ai fait du yoga parce qu'on m'a demandé de faire du yoga, etc. Donc ça aussi, j'en ai fait. J'ai fait un régime, le fameux régime anti-inflammatoire, etc. Mais ça, en fait, à ce jour, tout ce que j'ai essayé, vraiment, c'est la kiné qui me soulage le mieux, réellement. Oui. Excuse-moi, ça a coupé. Je te disais que c'était, dans tout ce que tu as essayé comme méthode, c'était vraiment la kiné aujourd'hui qui te faisait du bien, quoi, qui te soulageait. Ah oui, totalement. Symptômes. Ah oui, parce que comme parce que je me suis arrivée à avoir deux gastro-entérologues, où la seconde, elle m'a dit, vous avez essayé le régime anti-inflammatoire. Et je pense que j'arrivais à un stade où j'en avais marre. Et je me suis un peu agacée en lui disant, mais de toute façon, votre régime, il ne fonctionne pas. Et dans votre régime, vous me faites enlever des choses que moi, je ne supporte assez bien, comparé à des choses que vous allez me dire de manger qui vont me faire mal au ventre. Ouais. Et cette gastro-entérologue, elle a été tellement honnête et tout. Elle m'a dit, mais dans tous les cas, le meilleur régime à faire quand vous êtes malade comme ça, c'est le vôtre. C'est d'enlever ce qui ne
convient pas et de garder ce qui vous convient. C'est de s'écouter et de savoir à un moment donné qu'est-ce qui nous convient comme aliment et ce qui ne convient pas. Et ça, c'est important de tenir un jour, Totalement. voir l'évolution aussi des symptômes, mais aussi de ce qui nous fait du bien et ce qui ne nous convient pas. Ah ouais, totalement. Et depuis ce jour-là, j'ai dit, le régime inflammatoire, non, j'arrête, je vais me faire le mien. Mais ouais, on va dire que le mieux qui me soulage, c'est la kiné. Et c'est d'ailleurs pour ça que depuis 2 ans, j'en fais à peu près 2 à 3 fois par semaine. Bon, là, un peu moins. Mais du coup, là, début septembre, je vais recommencer au moins 2 fois par semaine pour garder cette amélioration que j'ai. Et puis, ça m'évite de prendre autant de médicaments. Et est-ce que ça a eu une grosse répercussion au niveau de ton perso, au niveau de ton pro? Comment tu l'as vécu du coup Comment l'a vécu aussi ton entourage? Alors, côté perso, moi, mon entourage l'a très très bien pris. Enfin, ça les a pas. Alors, ils connaissaient pas la maladie, mais après, ça ne les a pas plus impactés que ça, puisque en fait, ça faisait des années que de toute façon, ils me voyaient mal. Donc, au final, on a juste posé pour eux des mots sur mes mots également. Faut savoir que moi, ma maman, elle est malade depuis que j'ai l'âge de 6 ans. Elle a son 3e cancer. Donc, encore une fois, on connaît ce côté maladie, malheureusement. Donc, c'est vrai que moi, pour ça, j'ai eu une famille très, très compréhensive. Enfin, moi, comme j'ai toujours dit, ma mère, elle m'a toujours, que ça soit envers les médecins ou n'importe qui, défendue. Comme j'ai toujours dit, contre monts et merveilles, elle me défendrait parce qu'elle savait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Même si mon père, il comprenait pas forcément, puisque bon, voilà, il avait pas de règles. Il a jamais bronché pour se lever, que ça soit dans la nuit ou m'amener à n'importe quelle heure, aux urgences ou quoi. Mon frère, c'est pareil, il a toujours été dans la compréhension, enfin, pas un mot plus haut que l'autre, pas me dénigrer ou quoi que ce soit. Donc sur ça, ouais, vraiment, j'ai eu du soutien. Je l'ai toujours dit, je me plais. Écoutez. Ouais. Enfin, ah ouais, j'ai toujours et heureusement, merci, parce que quand des fois je peux discuter avec d'autres filles, c'est pas le cas. C'est ça, c'est très très important. C'est vrai que pour les témoignages que je suis en train de recueillir, voilà, c'est pas le cas de tout le monde. Non, et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de filles qui sont venues, qui on en a parlé, et je connais pas ça. Et je m'estime quand même très très chanceuse, vraiment, d'avoir eu ce côté entourage qui a été incroyable. Bon. Et pour le côté perso, je pense que pour le côté perso, parce que j'étais malade. Et pro, tu veux dire plutôt? Ah oui, pardon, le côté pro, excuse-moi, autant pour moi. Le côté pro, j'ai perdu. J'ai été licenciée pour inaptitude, oui, à mon ancien emploi. Mais là, encore une fois, on a compris, tu vois, j'ai pas eu de critique, j'ai pas eu d'incompréhension, j'ai pas eu tout ça. Enfin, je ne connais pas ce côté réellement. Alors, on va dire que le côté médecin où j'en ai pris plein la tête, des critiques, etc., oui. Mais par contre, le côté même professionnel, non. On va dire que quand j'ai été diagnostiquée, j'avais déjà un CDI. Et au contraire, ils ont été hyper compréhensifs. Et je me souviens même que ma RH, elle m'a dit, si un jour vous allez mieux, il n'y a aucun souci que vous reveniez. Donc voilà, je connais pas ça encore une fois, et Dieu merci. Oui, c'est resté. C'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Ils ont été compréhensifs, en bons termes, et voilà, les choses se sont faites comme elles se sont faites, naturellement. Ouais, il y a eu avec certains, on va dire, chefs, où tu vois, comme j'ai dit, une fois, il m'est arrivé avec la MDP, j'avais la RQH, tout ça, j'ai reconnu handicapé. Déjà, devoir demander d'aller aux toilettes, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Et encore moins quand on a, du coup, la reconnaissance travailleur handicapé. Et je me suis vue quand même avoir des refus. Donc là, c'était plus compliqué. Effectivement, là, je le vivais mal. Mais ça a été vraiment
très très rare, puisque pour être très honnête avec toi, les derniers temps, je savais que j'allais être licenciée pour une aptitude. Je ne cherchais pas à demander si je pouvais y aller ou quoi. Je faisais parce qu'à un moment donné, mais c'est mon droit, je suis reconnue handicapée, donc voilà. Est-ce que tu as envie de partager quelque chose avec nous aujourd'hui? De nous parler d'un sujet qui te tient à cœur? Non, enfin, Quelque chose qu'on n'a pas abordé peut-être dans cette interview? un sujet précis, je pourrais pas te dire honnêtement. Par contre, ce que je peux parler, c'est que j'ai décidé du coup d'écrire un livre pour raconter mon histoire. Et également, je sais que quand je dis mon histoire, je sais que j'en raconte des tonnes et des tonnes sur d'autres filles parce qu'elles vivent pareil. Et que c'est pas forcément qu'une question. Oui, je raconte mon histoire, mais également dedans, j'essaye de faire comprendre aux filles qu'il faut, voilà, il faut pas se laisser faire, il faut taper du poing sur la table, il faut pas abandonner. S'affirmer, ne pas baisser les bras. Totalement. Ah ouais, totalement. Mais envers n'importe qui. C'est pas qu'envers les médecins, c'est aussi quand l'entourage comprend pas, quand les amis comprennent pas. Parce qu'en fait, dans ce livre, j'ai également décidé de mettre en lumière 4 autres filles, 5 autres filles, excuse-moi, pour raconter également, on va dire, un petit récit de leur parcours, ce qu'elles vivaient également envers leur entourage, leurs amis, le travail. Donc voilà, je voulais également oui, parler de mon combat, mais également le combat que d'autres filles ont, et que je sais que c'est pas facile quand on nous croit pas, quand on nous écoute pas, et leur donner encore cette force de continuer de le faire quand même. Enfin, petit aparté, hier je me suis excuse-moi le terme, mais je me suis engueulée avec une fille parce que je pense qu'elle s'est fait avoir, très honnêtement. Parce qu'elle m'a dit, écoute, je me suis fait diagnostiquer par une sage-femme. Donc là, très étonnant, parce qu'une sage-femme ne diagnostique pas. Mais bon, très bien. Et en fait, je lui ai demandé comment elle avait diagnostiqué, puisqu'elle m'a dit qu'elle avait vu cette femme en visio. Oui. Et donc, du coup, elle m'a dit, elle m'a diagnostiqué sur la base de symptômes. Et en fait, j'ai essayé de lui dire que c'était pas possible, que quand elle irait voir le spécialiste, parce que je savais qu'elle allait voir un spécialiste en septembre, elle allait se faire rigoler au nez, etc. Et que je voulais pas que ça se produise. Je voulais pas qu'elle tombe de 12 étages. J'ai essayé de lui faire comprendre qu'on ne pouvait pas réellement diagnostiquer une personne sur la base de symptômes parce qu'il y avait tellement d'autres maladies sous-jacentes qui pouvaient ressembler, le SOPK, la congestion pelvienne, voilà. Et en fait, on m'a sauté littéralement dessus, donc en me disant que je suis une personne pas bienveillante, enfin voilà, on a essayé de me dire ça à moi, qui a essayé de, même à travers un livre, comme j'ai expliqué, même à travers un livre, j'ai essayé de mettre d'autres filles en lumière pour faire, voilà, pour pas me centrer que sur moi, pour continuer toujours ce côté bienveillant, aider, écouter, parce que dans le livre aussi, je veux aussi montrer que elles sont pas seules, qu'entre nous, on peut se parler, il faut pas avoir cette honte, il faut pas avoir, même si je sais que c'est dur, il faut pas avoir ce tabou et tout. Et je pensais qu'en fait, entre nous, on pouvait se dire les choses. Et en fait, hier, je suis tombée face à un mur. Et c'était pas le cas. Et alors que dans le livre, ça ne m'était jamais arrivé. Et pourtant, dans le livre, j'ai partagé ça, qu'entre nous, en fait, on pouvait s'aider, dire les choses. Et voilà. Je veux aussi que les filles comprennent qu'il y a toujours un mauvais côté au niveau de la maladie, mais c'est pas que, il y a aussi des très très bons côtés. Je comprends tout à fait. C'est un peu le but aussi de mon podcast, en fait, c'est de partager, qu'elles puissent écouter des témoignages, peut-être se retrouver, et puis peut-être oui, peut-être que je devrais changer de médecin ou je devrais prospecter un petit peu plus au niveau des C'est ça. examens, en fait, parce que on a des fois des parcours un peu similaires et ça peut nous faire penser à nous et de se dire, oui, effectivement, je ressens la même chose qu'elle, j'ai le même symptôme, je devrais peut-être pousser un petit peu plus. C'est peut-être pas dans ma tête. Totalement. Ah non, mais vraiment. Toi, la fille de hier. De quoi? Continue, je voulais juste savoir où est-ce qu'on pouvait trouver ton livre, où est-ce qu'on pouvait le commander.
Tu l'as partout, tu l'as sur YouStory, tu l'as sur Amazon, tu l'as sur la Fnac. Il va être en librairie, mais on m'a pas donné tous les noms. On m'a donné que les principales près de chez moi. Mais après, c'est pareil, tu peux l'avoir en livre comme tu peux l'avoir en e-book. C'est vraiment, je me suis dit, tout le monde n'aime pas forcément lire des livres, et puis bon, voilà. Donc j'ai quand même essayé de faire les deux possibilités. Mais après, effectivement, tu as juste à taper le nom. Donc le nom, c'est Mon combat, c'est d'être une femme. Parce que pour moi, moi je sais que mon combat, même maintenant, même si je suis diagnostiquée et tout ça, mon combat, c'est d'être une femme. Mais vraiment, c'est d'être une femme dans le sens où c'est d'être une femme autant physiquement que dans la société. On se bat parce qu'on est femme et qu'on nous écoute pas, et que une femme, c'est censé souffrir, c'est ainsi et c'est pas autrement. Et également le côté, mon combat, c'est d'être une femme, mais parce que malheureusement, je suis née avec un utérus qui me joue des tours tout le temps, et que je souffre, et que je dois me battre tous les jours pour. Moi, je sais qu'il y a des moments, j'ai pas dit que je vivais, je survivais. Littéralement, je survivais. Il y a des jours, ouais, où... Et même ça, je voulais aussi le mettre. Voilà, qu'il faut pas avoir honte de souffrir, faut pas avoir honte d'avoir toutes ces douleurs, faut pas. Enfin, c'est vrai qu'au début, c'est très très dur de parler de ses règles, de parler de ce côté, même le côté intime. Moi, je sais que au tout premier gynéco que j'ai dit, mais je comprends pas, j'ai pas pendant mes rapports. Enfin, c'est dur aussi. En plus, c'était un homme que j'avais en face. Et puis, même envers d'autres femmes, moi j'ai des femmes qui m'écrivent et qui me disent, écoute, la question que j'ai, elle est un peu intime ou un peu cracra, ça t'embête pas que je t'en parle? Alors, en fait, voilà, je voulais aussi que ce côté-là, alors certes envers des spécialistes, ça peut être dur, mais au moins aussi qu'entre nous, il y ait plus ce tabou, en fait. Ce tabou. Ouais, déjà qu'on le vit, on le vit au quotidien et avec les médecins, si en plus entre nous, alors on n'y arrivera pas, quoi. Non, je comprends tout à fait. Donc c'était important. Je pense que j'ai fait de tout ce que j'ai vécu depuis mes premières règles à maintenant. J'ai voulu tout mettre. J'ai même voulu raconter comment j'ai pu obtenir ma reconnaissance travailleur handicapé, la carte prioritaire, enfin voilà, comme l'ALD par exemple, parce que je sais qu'il y a encore des filles, c'est dur d'avoir l'ALD. Et je voulais partager peut-être tout, mettre mes tips, mes astuces, comment faire. Voilà, vous avez un refus, c'est pas grave, vous repartez, vous refoncez, vous lâchez pas. Un peu ce que je fais à travers la page. Mais là, en fait, je pense qu'il y a une aussi de moi qui a voulu un peu peut-être me confier. C'est peut-être aussi une façon de me confier. Concrétiser, le mettre dans la matière, l'ancrer un peu plus, cette histoire. Ouais, peut-être. Ouais, peut-être. C'est possible. Attirer un autre public, d'autres personnes, voilà. Tout le monde n'est pas sur les réseaux. Ouais, peut-être que... Ouais, c'est vrai. Et tout le monde ne s'intéresse pas forcément juste à une fin. C'est vrai que quand on voit une page Instagram où on parle de la maladie, ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Et que des fois, un livre, peut-être. Je sais que je voulais le faire depuis des années et que ça a été dur parce que voilà, si un jour il y a une fille qui nous écoute et qui veut écrire un livre, c'est pas facile. Vraiment, on va pas se le cacher, c'est vraiment pas facile. J'ai pleuré, j'ai eu des crises de nerfs. Ça s'est passé en plus pendant ma 3e opération. J'ai eu des doutes et tout. Mais je sais que concrètement, après, ça a été une fierté. Et je me dis quand même derrière, je le fais pas pour le côté financier. En plus, je le fais réellement en espérant que ça aide d'autres filles. Totalement, vraiment. Et j'espère que certains... Alors, je sais que j'ai eu quelques retours parce qu'il y a eu des précommandes et tout. Et que d'autres, par exemple, le e-book était disponible avant que le livre, parce que le livre sort officiellement aujourd'hui. Et je sais que j'ai eu des bons retours. Et en fait, j'espère tout au long que j'en aurai et que plus de filles auront plus peur de parler et viendront de toute façon, se confier. Je mettrai en commentaire le lien pour que les filles puissent te contacter éventuellement ou justement... Super. Donc, super, merci. Et avec grand plaisir. Tu voudrais ajouter avant qu'on finisse cette petite interview ou tu as tout dit, tu as tout partagé? Je sais pas, honnêtement, je suis pas une personne, comme je disais, on m'a souvent demandé est-ce que tu as des astuces, est-ce que tu as pas d'astuces. Enfin,
est-ce que tu sais comment faire? Qu'est-ce que tu prendrais? Et en fait, moi, comme j'ai toujours dit déjà, je ne suis personne. Et personne est différente, c'est important. Et en fait, et voilà. Et en fait, c'est ce que j'allais dire. Tout le monde est différent, donc moi, je peux prendre quelque chose qui m'aidera, je peux faire quelque chose qui m'aidera et qui ne t'aidera pas à toi. Donc c'est vrai que je ne suis pas du tout, je pense que plein de filles qui me suivent te le diront, la personne qui va te donner des conseils, du moins, essaye ça, fais ceci, fais cela. Pas du tout. La seule chose que je peux dire, c'est avec grand plaisir, vous m'écrivez à n'importe quelle heure quand vous avez envie de tout et de rien. Mais c'est vrai que me dire tu devrais essayer ça ou faire ça, même moi, parce que moi, on m'a souvent dit tu devrais faire ou essayer ça. Et c'est des choses que j'avais déjà essayées. Et ça a le don de m'agacer, en fait. Et je sais que ça peut agacer si moi je le faisais dans l'autre sens. Donc moi, je suis vraiment là dans le fait, dans l'écoute, le partage. Je sais que juste discuter avec une personne qui comprend ce qu'on vit, ça fait beaucoup de bien. Donc, si une auditrice a envie de te contacter pour échanger avec toi, la porte est ouverte. Ah ouais, T'as besoin. Ah oui, totalement. Vraiment, ça, je l'ai toujours dit. C'est vrai que hier, tu vois, suite à l'engueulade que j'ai eue, je me suis dit, mais peut-être qu'il faudrait faire la page, puisque de toute façon, excuse-moi du terme, mais tu aides et tout, mais en fait, on te chie dessus par derrière. Parce que du coup, vraiment, littéralement, c'est ce qui s'est passé hier. J'ai eu des messages de 2 filles qu'il faut... Alors, il y en a une qui m'a gentiment dit, oui, pendant un mois, en gros, tu n'as pas écrit sur le groupe. Et là, t'arrives comme ça. Mais comme je lui ai dit à cette fille, excuse-moi, ma mère, elle a un cancer, fait des allers-retours aux urgences, j'ai quand même mes soucis de santé, j'ai la tutelle de ma grand-mère, je viens de finir ma formation et de commencer mon travail, donc effectivement, question groupe, je ne réponds pas beaucoup. Par contre, comme j'ai dit, tu m'as écrit en privé de nombreuses fois et je t'ai toujours répondu. Et c'est vrai que hier, du coup, face à tout ça, j'ai eu beaucoup de mal ce matin à me dire est-ce que ce que je fais, est-ce que réellement c'est bien déjà, puisqu'en plus on me dit que ce que je fais ou comment j'agis c'est pas bon, et est-ce que réellement j'aide des filles. Bon, depuis j'ai eu beaucoup de messages de filles qui m'ont dit que je les avais aidées, qu'il fallait pas que je m'arrête à ça, tout ça, mais il y a des fois ouais c'est dur. En fait, tu donnes beaucoup parce que c'est vrai que je donne beaucoup par rapport à la page et je sais que ça m'a eu des conflits avec mon ex-copain. Savoir se protéger. On donne, faut donner, mais voilà, dans se protégeant aussi. Totalement. Et ça, je pense que je n'ai pas encore réussi à le faire totalement. Il faut savoir se prioriser et se dire qu'il y a des jours, l'énergie, il faut savoir où on va la mettre. Des fois, on n'est pas spécialement c'est ça. Je pense que son énergie, voilà, faut faire attention où on la met. C'est ça. Mais en plus, je n'ai pas voulu être méchante. Je lui ai simplement dit, écoute, une sage-femme ne diagnostique. Enfin, on ne diagnostique pas sur la base de symptômes. Je lui ai dit, oui, il existe de l'endométriose superficielle, je te l'accorde, il n'y a pas de souci. Mais imagine, on te dit que c'est ça. Et en fait, il s'avère que tu as un SOPK ou autre chose. On ne peut pas, même si on faisait comme ça, il n'existerait pas de spécialiste alors. Ou on serait toutes diagnostiquées juste à la base de symptômes et on n'aurait pas autant galéré. Et du coup, j'ai été sachant que c'est 2 filles qui m'ont sauté dessus et 2 filles qui venaient quotidiennement me demander des conseils de quoi faire. Alors, encore une fois, je donnais pas réellement de conseils, mais où elles avaient envie de se confier ou tout ça. Il y en a une, je l'ai quand même défendue pareil sur un groupe où il y avait d'autres filles qui lui sautaient dessus, endo-girl, parce que ça, il faut le préciser, parce qu'aussi, il y en a certaines entre endo-girl, elles sont pas très cool. Et hier, j'ai été très étonnée, mais je me suis dit ce matin, après avoir eu une vague de soutien, ben non, en fait, je vais continuer. Vu que déjà, j'en ai beaucoup et que j'ai quand même beaucoup de positifs. Ben, voilà. Donc, effectivement, à tout moment, on veut me contacter. Il ne faut garder que le positif. Ah ouais, et totalement. Et c'est avec une page grande ouverte, si les auditrices, elles veulent bien évidemment me... Moi, je suis pas du tout, j'ai arrêté, comme j'ai toujours dit, j'ai arrêté... Du moment où je me suis mise sur les réseaux, j'ai arrêté d'avoir du tabou et tout ça. Parce que c'était pour aider d'autres filles, de toute façon, il faut pas. Il faut pas en avoir. Il n'y a jamais de questions bêtes. Et donc voilà. Jamais de questions bêtes. Ah ouais, totalement. Moi, mais après, je suis d'accord avec toi et je l'ai un peu compris un peu tard parce qu'il m'est arrivé d'avoir, mais moi, de poser des questions bêtes à ma meilleure amie, parce qu'il faut savoir, ma meilleure amie, elle a été diagnostiquée 3 ans après moi. D'accord. C'est quand même assez drôle. Du coup, on vit la même chose. Et j'ai eu des questions bêtes
vis-à-vis d'elle. Et en fait, au vu de sa réponse, je me dis: «Ben non, je suis d'accord, il y a pas de questions bêtes». Tout à fait. Totalement. Et il Non, faut pas avoir peur de les poser. Pas du tout. non, faut pas avoir peur, faut parler, c'est important. En tout cas, merci Totalement. Célia pour ton temps, pour ton témoignage. Mais merci Anaïs. J'espère que j'ai pas trop parlé. Non, pas de souci. Et n'hésitez pas à contacter Célia si vous avez besoin d'échanger avec elle ou de commander son livre. Merci pour votre écoute et merci à Célia. À bientôt. Merci Anaïs, merci à vous toutes. Au revoir.